Alors il y a également un fil conducteur dans ce livre, c'est la volonté de l'armée française d'être toujours à la pointe de la modernité. Ça, ne serait-ce d'abord dès le Moyen Âge avec la chevalerie, avec la guerre de mouvement, où les chevaliers sont véritablement dans l'optique de la bataille frontale, mais également sous forme d'ailes, c'est-à-dire à prendre à revers les ennemis par la cavalerie. Ensuite, la France se heurte à la puissance de l'arc anglais qui va détrôner la chevalerie durant plusieurs décennies. Et je dirais le renouveau de la chevalerie française par la guerre de commando menée par Bertrand du Guesclin durant le Moyen Âge, et véritablement une innovation dans la manière de mener la guerre, c'est-à-dire la guerre de mouvement sous forme de guérilla, par des actions de coups de main qui vont totalement déconcerter l'Angleterre, et qui sera reprise ensuite par Jeanne d'Arc, par la guerre de siège menée très rapidement sous forme de coups de main qui désorientent l'adversaire, et qui également voit l'émergence aussi durant la bataille de Castillon de la modernité avec l'artillerie. L'artillerie, dès la guerre de Cent Ans, prend une ampleur considérable, et l'artillerie française va devenir l'incontestable puissance dominatrice en Occident, notamment lors de la bataille de Castillon où l'artillerie française joue un rôle déterminant. Cette artillerie française va également continuer, perdurer sous Louis XIV également, avec les grands sièges, les grandes batailles, et également défensivement avec la constitution des forts de Vauban, où évidemment on voit l'émergence de la modernité également à ce niveau-là, dans la constitution de forts, ayant des plans inclinés au niveau des forteresses, qui font rebondir les boulets de canon, et avec également des manières de construire les forts qui permettent des tirs de croisés qui n'existaient pas dans les fortifications du Moyen Âge. Donc il y a à la fois la guerre défensive novatrice menée par Vauban et également la guerre offensive menée par Turenne, un des maréchaux de Louis XIII et de Louis XIV, qui va s'illustrer dans des opérations véritablement de guerre éclair, très en avant sur l'époque, et qui vont être reprises ensuite par Napoléon, bien entendu, où là encore, on voit encore l'émergence de la modernité, avec Napoléon qui est fondé sur la vitesse, la surprise, avec des troupes françaises inégalées en Europe au niveau de la valeur guerrière. Tous les généraux prussiens, russes estimaient que le soldat français était le meilleur du monde à cette époque-là, puisqu'il était capable d'accomplir des distances et qui normalement demandaient aux soldats russes 3 jours ou 4 jours pour les Prussiens, alors que les soldats français parvenaient à établir cette distance en l'espace simplement d'une journée. Ça a été le cas notamment lors de la bataille d'Austerlitz où les Prussiens, les Russes et les Autrichiens sont stupéfaits d'apprendre que les troupes françaises sont déjà en ligne de combat, alors qu'ils normalement elles étaient à plus de 60 km de distance la veille. Donc c'est la grande surprise donc, de la tactique des guerres napoléoniennes qui sont fondées à la fois donc, sur la vitesse et également sur la puissance de feu. Napoléon était à l'origine un officier qui a été formé dans l'artillerie, donc il accorde une très grande importance à la puissance de feu. Ces avantages vont être oubliés durant les guerres du Second Empire, qui sont surtout fondées sur une armée de métier, qui n'est plus une armée de conscription comme on a pu voir sous les guerres révolutionnaires, les guerres de la Révolution française. Et ce sont surtout des guerres qui sont menées avec des troupes qui se sont distinguées durant la conquête de l'Algérie, et durant des guerres coloniales, et également des troupes qui ont été formées à aider des alliés comme l'Italie durant les guerres d'indépendance. Donc c'est surtout des soldats professionnels avec une artillerie qui n'est plus à la pointe de la modernité durant la guerre de 70, face par contre à une armée allemande qui va être en surnombre avec des effectifs 3 fois plus importants puisqu'ils vont faire rentrer en ligne de feu les troupes de réservistes qui manquaient totalement à l'armée de Napoléon III. Donc ça va être une armée française très vaillante au combat, mais qui sera totalement défavorisée lors des opérations militaires frontales face à une armée allemande beaucoup plus puissante en artillerie, une artillerie moderne, n'utilisant plus, je dirais, la bouche du canon, mais utilisant la culasse, donc tirant beaucoup plus rapidement, une artillerie avec non plus des canons en bronze, mais des canons en acier. Néanmoins, une certaine modernité du côté français avec le fusil chasse-peau qui est supérieur au fusil de reste allemand, mais qui ne pourra pas compasser la puissance de feu de l'artillerie allemande. Le fusil est déjà détrôné par le canon.
Et ensuite, la Première Guerre mondiale, de nouveau une armée française au début qui est plutôt une armée des guerres napoléoniennes. C'est la seule armée européenne à utiliser encore des pantalons rouges et des tenues voyantes. Une faiblesse également en artillerie lourde, il n'y a pratiquement pas de canon lourd. Par contre, un canon hors norme, un canon léger, le canon de 75, qui est capable de tirer 24 coups à la minute et qui est un canon très en avant sur l'époque. Par rapport même au canon allemand de 77 qui porte moins loin et qui est moins rapide dans la vitesse de tir. Le soldat français est un soldat de conscription. Il y a plusieurs, c'est véritablement une nation armée au sein de l'armée française. Il faut savoir que la France est moitié moins peuplée que l'Allemagne en 1914. Néanmoins, elle va pouvoir, dès le début du conflit, pouvoir mobiliser, parce qu'elle a formé différentes classes de mobilisation, mobiliser pratiquement autant d'hommes que l'armée allemande. Et véritablement, elle ne sera pas en infériorité numérique, du fait également l'engagement de la Russie, qui va retenir quand même un certain nombre de divisions allemandes sur le front russe. Néanmoins, la France va fournir un effort militaire durant la Première Guerre mondiale, qui est l'équivalent des États-Unis sur le plan de la modernité et de la construction industrielle, et l'équivalent de la Russie sur le plan des effectifs. Donc c'est un effort absolument considérable pour une nation de 39 millions d'habitants. La France d'ailleurs ne s'en remettra jamais, et si bien que durant la Première Guerre mondiale, elle sera en sous-effectif par rapport à l'Allemagne. Alors durant la Première Guerre mondiale, la France fixe les trois quarts des effectifs allemands. C'est elle qui a sur son front également les trois quarts des effectifs allemands sur le front français. Et sur le front européen, c'est les trois quarts des effectifs allemands se trouvent également sur le front français. Sur les 900 km de front, à peu près du front français, donc de la Belgique jusqu'aux Vosges, jusqu'à la frontière suisse, il y a à peu près sur les 900 km, il y a 700 km de front tenus exclusivement par les troupes françaises. Les Anglais viennent à la rescousse et ils vont monter en puissance. Il y aura en novembre 1918 110 divisions françaises en ligne, 40 divisions britanniques et une dizaine de divisions américaines. Et également, il y a l'apport très important de l'Italie sur le front des Alpes, qui est souvent sous-estimé et tourné même en dérision, alors que les soldats italiens se sont battus avec une grande bravoure. Et ils ont retenu sur le front alpin là, des Dolomites 60 divisions autrichiennes. Si l'Italie n'était pas entrée en guerre en 1915, la France n'aurait pas été en mesure de combler, je dirais, l'arrivée massive des Allemands, notamment en 1917, suite à la révolution russe, l'arrivée massive des troupes allemandes qui se trouvaient face à la Russie, puisqu'il y a eu à partir du printemps 1918 plus de 200 divisions allemandes en ligne, alors qu'il y avait grosso modo 160 divisions franco-britanniques face à ce sureffectif des divisions allemandes engagées. Néanmoins, il y avait 60 divisions autrichiennes fixées sur le front des Alpes, donc ils n'ont pas pu intervenir et épauler les Allemands à ce moment-là, avant l'arrivée des Américains. L'armée française jouait également un rôle décisif sur le plan des opérations. C'est elle qui remporte la victoire de la Marne en septembre 1914, contraignant l'Allemagne à la guerre sur deux fronts, donc, qui était redoutée par les états-majors allemands, ce qui avait été fatal à Napoléon, également va l'être également aux Allemands durant la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont à la fois obligés de combattre face à la Russie et face à la France, donc ça disperse je dirais, les effectifs. Et également, la France va jouer un rôle capital en 1915. C'est elle qui fixe les trois quarts des officiers, des troupes allemandes par des offensives extrêmement meurtrières. Et l'émergence également de tenues modernes, l'adoption du casque de combat en acier, qui est le premier casque de combat au monde, fabriqué industriellement à 20 millions d'exemplaires, qui va équiper toutes les armées européennes pratiquement alliées, l'Italie, la Russie ainsi que d'autres, même les troupes américaines au début. Qui est un casque de combat créé par l'intendant Adrien. Et il faut savoir qu'au début de la guerre de 14, 80% des tués ou blessés étaient touchés à la tête. Suite à l'adoption du casque Adrien, donc encore le phénomène de modernité, on va tomber à un chiffre de 20% de tués ou blessés à la tête. Donc ça va être des millions de gens qui vont être sauvés sur les champs de bataille grâce à l'adoption de ce casque. En 1918, c'est elle qui remporte la deuxième bataille de la Marne avec l'introduction des chars d'assaut qui vont jouer un rôle capital dans la victoire des Alliés en 1918 avec l'adoption du char Renault FT-17 très en avance sur son époque avec une tourelle pivotante qui va inspirer tous les chars modernes du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale, l'armée française subit une sévère défaite en mai-juin 1940. Elle joue néanmoins un rôle stratégique important. À Dunkerque, c'est elle qui couvre
couvre le rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque, 300 000 soldats britanniques. Si ces troupes britanniques avaient été capturées à Dunkerque, la Grande-Bretagne n'aurait pas été en mesure de poursuivre la guerre. Churchill aurait certainement dû demander un armistice, puisqu'il n'y avait plus de soldats britanniques pour défendre la Grande-Bretagne en cas de débarquement allemand. Surtout que l'aviation anglaise, durant la bataille de France de mai-juin 40, avait perdu 50% de son aviation. Donc s'ils avaient perdu la totalité de leurs troupes, ils n'auraient pas été en mesure de poursuivre la guerre. Quand on sait que par exemple que Alexander et Montgomery, les deux futurs maréchaux de l'Empire britannique, étaient à Dunkerque à ce moment-là. Ils ont pu s'échapper de la poche, donc ces 300 000 soldats britanniques, là, grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Il faut savoir qu'entre le 10 mai et le 23 mai, 50% des chars allemands seront mis hors de combat par les divisions cuirassées françaises, qui, contrairement à ce qu'on a dit, se sont battues avec acharnement, comme c'est présenté dans le livre. La bataille de Stone dans les Ardennes a été surnommée par les Allemands le Verdun de 1940, et les pertes allemandes en effectif ont été l'équivalent de 6 mois de campagne de Russie en 1941, alors que la bataille de France en mai-juin 40 a duré 45 jours, c'est-à-dire 6 semaines seulement. L'armée française a toujours été, je dirais, à la pointe de la modernité et des combats, comme on peut le voir à travers mon ouvrage.